Si tu apprécies mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer sur la chaîne. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne MiTrader pour cette revue numéro 71 qui va être le passage en revue de 7 figurines, à savoir le Canon IX version Revival de chez Bandai, que je vous opposerai à la première édition ici à droite, qui était issue du Tamashii Nation 2012, comme c'est indiqué sur la face avant de la boîte. Alors la sortie de ce Canon IX Revival pour moi est arrivée comme une surprise parce qu'elle fait voler en éclats le principe de figurine exclus salon. En effet, la figurine de Canon IX n'est sortie que dans cette version, à savoir l'édition Tamashii Nation 2012. Jusqu'à présent, Bandai n'avait jamais réédité des figurines qui étaient sorties en exclusivité salon. Ce Canon IX Revival vient ouvrir une boîte de Pandore qui ravira sans doute les nouveaux collectionneurs qui n'auront pas pu acquérir certaines figurines qu'ils estimeront indispensables et qui ne sont sorties que en exclus salon. Ensuite, cette figurine est un peu une lueur d'espoir pour les collectionneurs qui auraient commencé la collection lors de la deuxième vague de revival des Gold IX, qui a débuté en 2020 avec Aphrodite, si je ne dis pas de bêtises. Pourquoi une lueur d'espoir? Parce que ces mêmes collectionneurs ont débuté la collection lors d'une deuxième vague. Il y avait eu une première vague de revival qui avait vu la ressortie de Saga, de Shaka et de Aeolia. Ces trois figurines sont ressorties en 2018, ce qui fait que les collectionneurs qui ont commencé la collection en 2021 ont toutes les peines du monde pour acquérir ces trois figurines qui ont maintenant un prix stratosphérique, si bien que cette sortie de Canon IX peut leur donner l'espoir d'une revival de la revival de Saga. Pourquoi? Eh bien c'est très simple, Canon et Saga sont des jumeaux. Dès lors que vous avez un personnage ici qui a une chevelure qui a été refaite et des visages qui ont été refaits, si on veut garder l'aspect jumeau des Gémeaux, il va falloir absolument ressortir une version de Saga qui laissera apparaître la même chevelure et des visages similaires pour garder la ressemblance. Pourquoi? Eh bien c'est simple, tout le monde ne possède pas le Saga 24K, qui est la copie au niveau des visages de ce Canon Revival. Donc ce qui veut dire que si on veut exposer les deux figurines ensemble, on aura absolument besoin d'une nouvelle version de Saga qui, je l'espère, va sortir dans les prochains mois. En tout cas, moi, c'est le pari que je prends. Mes objectifs pour cette revue vont être d'abord d'évaluer ce que vaut cette figurine IX Revival par rapport à cette première édition. Ensuite, ça sera également d'évaluer ce que valent les visages de cette édition, d'abord par rapport aux protos qui nous ont été présentés et qui, comme d'habitude, étaient magnifiques, mais aussi par rapport aux visages et aux chevelures du Saga 24K qui est sorti il n'y a pas longtemps et qui, a priori, ont servi de modèle pour cette nouvelle édition de Canon. À ce propos, je ne peux que vous conseiller d'aller jeter un coup d'œil d'abord sur la revue numéro 16, qui était le passage en revue de cette figurine, et également sur la revue numéro 60, qui était le passage en revue du Saga 24K. En effet, dans cette vidéo, je vais essayer d'éviter les redites par rapport à ces deux vidéos, donc mon conseil, ça serait d'abord d'aller jeter un coup d'œil sur ces deux vidéos avant de revenir sur celle-ci. Pour ce qui est des comparatifs que je vais opérer, il y en aura plusieurs. Il y aura d'abord un premier comparatif qui s'effectuera au niveau des boîtes, à la fois avec la boîte de ce Tamashii Nation 2012, mais également par rapport à la boîte du Saga Revival, parce que ces boîtes sont tout de même assez similaires, donc je pense que ça peut être intéressant de regarder les différences. Ensuite, il y aura un comparatif qui s'effectuera par rapport au blister de la version 2012, pour voir ce qu'il y a au niveau des contenus. Et il y aura aussi un comparatif qui se fera avec les visages et chevelures du Saga 24K pour voir quelles sont éventuellement les améliorations que Bandai a pu apporter sur cette figurine. Donc voilà pour ce qui est de la feuille de route. Maintenant on va commencer comme d'habitude par les tarifs et les packaging. Vous avez sous les yeux une figurine qui est une version import que j'ai achetée comme d'habitude sur ma boutique préférée, à savoir obigenki.com. Le lien sera dans la description. Au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, nous sommes en début juin 2022, donc ce qui veut dire que cette figurine est toujours en précommande pour vos boutiques européennes.
Vous pourrez la trouver à un tarif aux alentours de 90-100 € et elle sortira vraisemblablement dans notre beau pays aux alentours de août voire septembre 2022. Pour ce qui est maintenant de la version Tamashii Nation 2012, alors pour ceux qui seraient intéressés pour savoir quelle est la différence entre une version exclue salon et une version qui est exclue du Tamashii Webshop ou alors du circuit normal, je vous encourage à nouveau à aller jeter un coup d'œil sur la revue numéro 60 parce que j'explique bien en début de cette vidéo la différence entre ces trois types de figurines. Donc pour ce qui est de cette version exclue Tamashii Nation 2012, on avait du mal à se la procurer pour un tarif inférieur à 200 €. Maintenant, gageons qu'avec la sortie de cette version Revival, le prix de cette figurine va descendre en flèche, donc ce qui fait que si vous êtes intéressé par cette première édition, je pense que vous pourrez l'obtenir à un tarif inférieur à 150 € assez rapidement. Maintenant pour ce qui est des packaging, alors je vais parler vraiment en détail du packaging de la version Revival dans un instant. D'abord, je vais vous dire que pour ce qui est du packaging de cette version Tamashii Nation 2012, je ne vais absolument pas rentrer dans les détails puisque ça je l'ai fait lors de la revue numéro 16, donc je vous renvoie vers celle-ci. Je vais simplement vous montrer très succinctement ce que vous pourrez trouver sur cette boîte. Donc vous voyez qu'il s'agit vraiment d'une boîte avec une charte graphique qui est totalement différente de toutes les autres Gold EX. Donc vous avez en face avant quelque chose de très épuré, je dirais même presque assez austère, et en plus c'est peut-être l'endroit où il y a le plus d'éléments à regarder parce que pour le reste c'est assez light. Regardez, vous voyez sur les côtés il y a juste des inscriptions, à l'arrière vous avez un logo qui était le logo Tamashii Nations et puis c'est tout. Tout le reste il n'y a rien au niveau du graphisme. Donc voilà pour ce qui est de cette boîte. Donc vous comprenez maintenant pourquoi je ne vais pas pouvoir aller très loin pour ce qui est du comparatif par rapport à cette version. Je vais plutôt me servir de la version de Saga Revival. Voilà donc un Gémeaux en remplace un autre puisque vous avez maintenant à droite ce Saga version Revival. Comment on le sait? Grâce à ce petit bandeau qui est d'ailleurs commun avec cette version de Canon EX Revival. Pour ce qui est maintenant du comparatif entre ces deux versos, vous voyez que la pose apparaît très similaire. On a le personnage avec le casque à la main. Maintenant pour ce qui est de la réalisation de la pose, personnellement je trouve que celle du Saga Revival est un peu mieux réussie, parce que la tenue du casque m'apparaît plus naturelle que sur la boîte de ce Canon EX, où on a un casque qui est mis un peu trop à l'avant, un peu comme si on avait le personnage qui nous présentait son casque au lieu de le tenir, ce qui est pas trop le cas ici sur ce Saga. Vous voyez que le casque est un peu plus en retrait. Pour ce qui est ensuite de la position des deux personnages, vous aurez je pense remarqué que le Saga est à gauche alors que le Canon est à droite. Alors ici, c'est sans doute pour faire une sorte de symétrie entre les deux personnages, qui sont un peu des jumeaux miroirs, mais également pour respecter un principe qui est cher à mon camarade Rudolf, à savoir le principe du bon et du mauvais trois quarts. Donc je ne vais pas me lancer dans les détails concernant ce concept-là, parce que j'aurai peut-être l'occasion de vous en faire un tuto, mais dites-vous bien que si Bandai a décidé de mettre Saga sur la partie droite de la boîte, c'est pour respecter son bon trois quarts, qui est complètement l'inverse du bon trois quarts de Canon, puisque vous voyez que la chevelure de Canon ne va pas dans le même sens que celle de Saga. Donc ce qui explique la position de ces deux Gold Cents qui est totalement différente. Pour ce qui est des autres différences, vous aurez bien sûr remarqué le logo Bandai qui était rouge sur la boîte de Saga et qui a viré au bleu sur la boîte de Canon, et ce depuis le passage à la marque Bandai Spirit. Vous aurez remarqué également une mention supplémentaire ici sur la boîte de Canon. Cette mention signale une figurine qui est issue du Tamashii Webshop. Alors, petite parenthèse concernant cette mention, dans l'esprit de beaucoup de collectionneurs, le fait que ce soit issu du Tamashii Webshop, ça veut dire que la figurine est éditée dans un nombre plus limité d'exemplaires. Alors ça, c'était très valable avant. Maintenant, je dirais qu'il n'y a plus vraiment de règles, parce qu'on peut commander à l'appel ce genre de figurines sur le Tamashii Webshop au Japon, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs le cas pour les figurines qui sont issues du circuit classique, si bien qu'on ne peut plus vraiment tirer de conclusion quant à la rareté d'une figurine en fonction du circuit dont elle est issue. Je dirais que c'est un peu les précommandes qui nous donnent un aperçu du fait que la figurine va être tirée en nombre limité d'exemplaires ou pas. Ce que l'on sait en tout cas, c'est que les figurines qui sont issues des Tamashii Nations, en revanche, sont souvent tirées en nombre plus limité d'exemplaires, tout simplement parce que ce sont des figurines qui sont achetables uniquement sur le salon.
Enfin, les deux dernières différences, d'abord le logo Tamashii Quality qui n'apparaissait pas avant, et puis vous voyez une devise ici qui est absente de la boîte de Saga, et ça c'est assez exceptionnel, parce qu'en fait c'est la seule Gold pour laquelle il n'y a pas de devise, tous les autres en contiennent une, donc ça veut dire que Bandai ici a jugé bon d'en mettre une pour le canon. Alors que nous dit-elle cette devise? Eh ben, elle nous dit que le personnage maintenant s'est converti à la justice et a juré fidélité à la déesse après avoir commis tant de péchés. Bon, bien sûr, ceci fait référence au repenti de Kanon vis-à-vis de Saori. Donc voilà pour ce qui est du recto. Pour ce qui est maintenant des côtés, alors vous avez une première tranche qui laisse apparaître les formes objets. Donc rien à dire là-dessus, vous voyez que le visuel est totalement similaire, si ce n'est qu'il est un tout petit peu plus petit sur la boîte de Saga. Pour ce qui est de l'autre tranche, en revanche, vous avez tout de même des différences, puisque vous avez la même attaque, à savoir le Galaxian Explosion, mais vous voyez que la position du personnage est totalement différente, donc la position classique de cette attaque pour Saga, et puis une position un peu plus étendue pour ce qui est de Kanon. Vous avez également, au niveau du visuel de l'arrière-plan, quelque chose qui se ressemble en termes de tonalité de couleur, mais qui est un peu différent pour ce qui est de la représentation de l'attaque, avec un accent un peu plus fort sur les planètes au niveau de Kanon. On arrive maintenant sur la partie verso, qui va être également intéressante, dans le sens où elle laisse apparaître, deviner les contenus des boîtes. Vous avez donc sur la boîte de Saga la mention des visages qui sont présents dans la boîte, et notamment le visage ici ombré, qui permet de faire la version Ghost. Aussi la version de Evil Saga, donc qui permet de faire la version méchante entre guillemets du personnage. Pour ce qui est de Kanon, donc vous avez là aussi la mention des différents visages, qui sont a priori au nombre de 5. Vous avez le personnage qui apparaît donc dans la même position que ce qui était tout à l'heure au recto. Des deux côtés, vous avez la forme objet qui apparaît également, et là on va avoir une différence. Vous avez donc le personnage en position de garde pour ce qui est de Saga, avec le casque à la main. Vous avez également la représentation de l'attaque du Galaxian Explosion, mais, et là, grand absent de cette boîte, vous n'avez pas l'effet qui permet de reproduire cette attaque, à la différence de cette version de Kanon EX où vous voyez que l'effet apparaît. Donc ça c'est un truc qu'il faut absolument savoir, si vous faites l'acquisition de ce Saga EX version Revival, il n'y a pas l'effet Galaxian Explosion dedans, à la différence de la première édition où il y avait présence de cet effet. Pour ce qui est donc de ce Kanon EX Revival, si on en croit en tout cas le visuel qui est à l'arrière de cette boîte, on peut espérer la présence de cet effet qui nous permettra de reproduire au mieux cette attaque. Donc voilà pour ce qui est des parties importantes. Vous avez ensuite, pour le dessus, simplement la représentation de la Pandora Box. Vous avez les mentions légales en dessous, donc tout ça c'est très classique. J'ai oublié juste de mentionner une chose, à savoir le fait qu'on a le traditionnel fourreau qui vient, vous voyez, recouvrir la Pandora Box. Alors je ne vais pas l'enlever parce que c'est encore collé en dessous, mais vous avez donc la Pandora Box qui est en dessous, et vous avez un fourreau qui vient simplement enjoliver cette boîte. Donc voilà pour ce qui est des emballages, je vais retirer les blisters et on se retrouve dans un instant. On y va pour les blisters avec le retour de la version Kanon Tamashii Nation 2012 pour effectuer le comparatif avec la version Revival. On va commencer par les notices, notices en tout point identiques sauf pour deux choses. Une mention supplémentaire ici que vous voyez là, un peu entre parenthèses, qui signale la version Revival, et le logo Bandai qui a viré au bleu. On va jeter un coup d'œil sur l'intérieur de la notice de la première édition pour se rendre compte qu'il n'y a rien de très original. Vous avez simplement le plan de montage du personnage ainsi que celui de la forme objet. En revanche, l'originalité, c'est que à l'arrière, vous aviez le montage de l'effet Galaxian Explosion qui est fourni dans la boîte, mais également la mention d'un socle avec un bras articulé en plastique qui permettait donc d'exposer cet effet en effet attaque avec le personnage. Donc le socle n'est bien entendu pas fourni dans la boîte. Donc ça, c'était la première. Maintenant, pour ce qui est de la version Revival, vous avez donc cette fois-ci, chose notable, le recensement des différentes pièces qui sont contenues dans la boîte. Donc ça, c'est ce que Bandai nous met systématiquement maintenant dans les notices. Ensuite, donc vous avez le plan de montage du personnage, et donc la forme objet se situe au verso. Voilà.
A noter que l'effet Galaxian Explosion n'est juste que mentionné ici pour ce qui concerne son montage, mais il ne donne pas d'indice concernant son utilisation pour ce qui est de l'exposition. Remarquez également que Bandai ici ne s'est pas simplement contenté de faire un copier-coller du plan de montage, puisqu'on peut remarquer que la chevelure correspond bien à la nouvelle chevelure de ce Canon Revival. Bon, ça c'était pour la paperasse. On arrive maintenant à ce qui nous intéresse, à savoir le contenu. Donc pour ce qui est des blisters, ils sont des deux côtés au nombre de 3. Vous avez donc ce blister principal qui est en tout point identique, aussi bien en termes de nombre de pièces que d'organisation. Donc je vais simplement m'appuyer sur la version Revival pour vous montrer son contenu. Donc vous avez dans ce blister le personnage, ainsi que la majeure partie des pièces d'armure. Vous avez énormément de pièces en métal dans ce blister, donc je vais vous les montrer. Donc tout est en métal, sauf les pièces donc du bas des jambières qui sont en plastique, ainsi que les protège-mains et qui sont eux également en plastique. Vous remarquez en passant qu'ils sont bien au nombre de 4. Donc ça, c'est pour le blister principal. On arrive maintenant sur le deuxième blister qui lui aussi est identique. Là aussi, même organisation. Donc pareil, je vais prendre appui sur la version Revival pour vous montrer que c'est simplement le reste des pièces d'armure. Donc en termes de matériaux, vous avez le plastron qui est en métal, la jupe qui est en métal. Donc ceci, c'est l'arrière de la jupe, c'est en métal également. Vous avez ensuite le casque, le corset et la pièce qui vient faire la jonction dans le dos du plastron. Ces 3 pièces-là sont en plastique. Également dans ce blister, vous allez y retrouver les pièces qui permettent de faire la forme objet. Toutes ces pièces-là sont bien entendu en plastique. Enfin, on va terminer avec le seul blister qui diffère dans les deux versions et avec quand même des nettes différences entre les deux. D'abord, en ce qui concerne le nombre de mains, vous voyez que vous avez 4 paires de mains pour ce qui est de la version Revival, seulement 3 paires et demie pour la version première édition. Au niveau de la forme de ces mains, donc vous aviez les poings fermés, les mains grandes ouvertes, les mains avec doigts crochus et l'index qui pointe. Remarquez que c'est un vrai index, pardon. Alors que au niveau de la version Revival, vous avez bien 4 paires de mains, donc même forme, sauf pour ce qui est de l'index, donc vous voyez qu'il y en a 2, donc vous avez également la main gauche, mais il y a quand même une différence, c'est que l'index, vous voyez, il est fluo maintenant, donc ceci faisant référence à un très court passage des OAV de Hades Inferno, où Canon détruit le fouet de l'une de Balrog. Donc c'est bien de la part de Bandai d'avoir pensé à ce petit clin d'œil. Malheureusement, ça se fait au détriment du vrai index qui pointe. Donc je ne suis pas sûr qu'on va être énormément de collectionneurs à exposer le personnage avec cet index fluo. En revanche, je pense que cet index normal, il y avait pas mal de collectionneurs qui l'utilisaient. Donc là, je déplore tout de même l'absence de cette main-là. J'aurais bien aimé que Bandai nous mette bien ces 2 mains supplémentaires, mais en plus, ils ajoutent l'ancienne main avec l'index normal. Au lieu de ça, ils ont fait simplement un remplacement. Je trouve ça un peu dommage. Pour ce qui concerne encore les différences dans ces 2 blisters, vous remarquez que avant il y avait la chevelure de Evil Saga ainsi que un visage ici de Evil Saga qui était fourni. Et bien tout ceci a disparu pour faire place à l'effet Galaxian Explosion. Alors je vais tout de suite en dire un mot pour vous dire que cet effet, bien entendu, était présent dans la version Tamashii 2012, mais était fourni, vous voyez, dans un plastique supplémentaire qui était scotché à l'arrière de ce blister, donc ce qui donnait un côté un peu cheap. Cet effet-là a été maintenant placé dans le blister carrément, donc ça je trouve ça très bien. Donc il est en partie ici, et en partie, vous voyez, derrière la cape. Donc ça, vraiment, c'est plutôt bien de la part de Bandai d'avoir pensé à l'ajouter dans le blister parce que ça avait tendance à barloquer dans les boîtes. Ensuite, toujours pour ce qui est des différences, donc vous avez maintenant les visages qui ont été totalement remaniés. Donc remarquez que du coup, si on retire le visage de Evil Saga, on a le même nombre de visages des deux côtés, c'est-à-dire 4 visages plus le visage du personnage, donc 5 total. Pour ce qui est maintenant des expressions, eh bien du côté de la version première édition, il y avait énormément de visages criants. Vous voyez, on avait 3 visages criants, un seul visage avec les yeux fermés, donc un visage avec bouche fermée également, plus le visage du personnage, ça faisait simplement 2 visages plus ou moins neutres.
Donc ce qui était pas beaucoup, parce qu'on n'est pas tous à utiliser les visages action. Et donc ça a été réglé par Bandai pour sa version Revival, puisque là il y a quand même plus de variété dans les expressions. Alors je vais pas trop m'attarder dessus, puisque ensuite je vais vous les montrer avec l'ordinateur comme d'habitude. Mais vous voyez que ici donc on a un visage criant, ensuite un visage yeux fermés, un visage ricanant, et enfin un visage avec les dents serrées. Donc tout ceci je vous les montrerai en détail juste après. Donc voilà pour ce qui est des contenus de ces blisters. Donc on va se retrouver dans un instant pour le passage en revue de certaines pièces, c'est-à-dire les pièces qui diffèrent d'une version à l'autre. Allez, on va s'intéresser maintenant à la différence qu'il peut y avoir entre les pièces. Donc j'ai fait une sélection sur un certain nombre de pièces, ce qui veut dire que pour ce qui est des autres pièces, soit elles seront identiques, soit elles feront simplement apparaître les petites différences que je vais vous montrer sur celle-ci. Je vais également évoquer avant toute chose cette carte bonus que j'ai oublié de mentionner juste avant. Donc celle-ci est fournie avec la version Revival. Donc elle fait simplement apparaître le personnage et la correspondance entre les pièces de son armure et celle de la forme objet. Donc petite carte bonus sympathique qui se met à l'intérieur d'un classeur prévu à cet effet, qui était fourni avec la version du Lion Soul of Gold, classeur qui n'a jamais plus été donné depuis avec aucune figurine. On va s'arrêter maintenant donc sur les pièces. Je vais dire un mot des visages, alors sans m'attarder vraiment dessus. Si vous êtes intéressé par le comparatif entre les visages de ces premières éditions de saga canon qui sont identiques avec ces nouveaux visages ici de Canon Revival, mais également du saga 24K, eh bien je vous renvoie à nouveau vers la revue numéro 60, comme ça vous aurez vraiment le comparatif détaillé. Là simplement je vais juste souligner, vous voyez la différence de finesse entre les deux visages. On a tout de même un visage beaucoup plus abouti à gauche. Je pense que ça vous apparaîtra clair. Et je peux dire exactement la même chose au niveau de la chevelure, c'est beaucoup plus travaillé. Bon, remarquez au niveau de la couleur, on est sur un bleu-vert qui est un peu différent. Donc ça c'est pour le visage neutre. Je vais vous montrer également les visages communs, donc le visage aux yeux fermés, bon, qui est bien des deux côtés, même s'il y a un petit côté, vous voyez, un peu luisant sur le visage de la première édition que l'on n'a pas sur la version Revival. Voilà, et enfin, alors, chose importante tout de même, le visage action, donc criant, et là ça va vous montrer vraiment la différence qu'il y a entre les deux, hein. On a vraiment quelque chose de beaucoup plus évolué à gauche, vous voyez qu'on a une vraie expression d'attaque, beaucoup de détermination, alors qu'à droite on a presque l'impression qu'il crache ses dents en fait, hein. Un peu trop caricatural ce visage de droite. Donc belle évolution au niveau des visages. Ensuite, au niveau des mains, je vais juste mentionner cette main-là, donc que je décrivais tout à l'heure, avec cet index fluo qui a remplacé l'index normal. Ça va être l'occasion aussi pour nous de voir la différence de peinture entre ces deux paires de mains, donc une peinture plus mate sur la version première édition, mais ceci n'est valable que sur les mains. Maintenant, pour ce qui est de la peinture des pièces, eh bien c'est maintenant qu'on va l'évoquer. On va commencer par les pieds. Donc première édition, vous voyez, avec des pieds qui sont plus foncés, donc on a une sorte de jaune orangé qui est un peu plus clair sur la version première édition, sur la version Revival, pardon. Je pense que ça sera clair au niveau de la caméra, mais c'est pas évident de rendre ça en vidéo, mais je peux vous garantir qu'il y a tout de même une différence de ton entre les deux. Alors, différence de ton que l'on va retrouver sur certaines pièces. Donc je vais m'attarder maintenant sur le plastron. Plastron qui va laisser apparaître, je pense que ça, par contre, ça sera bien retranscrit au niveau de la vidéo. Vous voyez à quel point le jaune est plus pâle sur la version Revival. Avec quelque chose de plus intense tout de même sur la version première édition. Et ce que je suis en train de vous montrer ici sur le plastron va se retrouver sur d'autres pièces. C'était quand même assez marqué également au niveau du casque. Vous voyez là aussi la différence de ton au niveau des dorés. C'est plus jaune à droite. Alors c'est plus jaune et par contre au niveau des orangés c'est le contraire. C'est au niveau des orangés c'est plus foncé sur la version Revival. Donc vous le voyez ici. Mais vous le voyez également sur la partie haute du casque. C'est nettement plus foncé à gauche cette fois-ci. Et cette différence au niveau des orangés, vous allez la retrouver également sur la jupe. Alors, hop, voilà. Vous voyez que la partie avant de la jupe est plus foncée également sur la version Revival. Donc ça, c'était une première différence en termes de peinture. Autre chose également, qui était un peu une petite mauvaise surprise sur la version Revival,
c'est le contraste qu'il peut y avoir entre l'épaulière et la partie plastron. Donc vous voyez qu'au niveau du doré de l'épaulière, on est sur un ton un peu plus clair que sur le plastron. Vous voyez que ça tranche un peu. Alors c'est pas forcément super visible au niveau de la vidéo, mais moi je vois quand même une différence de ton entre les deux. Alors que pour ce qui est de la version première édition, nous n'avions pas cette différence. Vous voyez que on est sur les mêmes tons, hein. Si maintenant vous voulez vraiment mieux vous en rendre compte, il suffit simplement de regarder les épaulières l'une face à l'autre, et vous allez vous en rendre compte. Vous voyez là, je pense que c'est très clair, que l'épaulière de gauche est tout de même plus terne que l'épaulière de droite. Donc voilà pour ce qui est des différences en termes d'armure. Donc si on essaye de faire un petit peu un bilan de tout cela, on pourrait dire donc que les orangés sont plus foncés sur la version Revival, à l'exception des pieds. Les dorés sont plus foncés sur la version première édition. Maintenant, il reste une seule chose à mentionner, c'est l'effet Galaxian Explosion, qui lui est mieux sur la version Revival. Vous voyez que en fait là où c'est mieux, c'est sur la planète qui explose, qui est tout de même plus réaliste que la version un peu plastoc que l'on avait sur cette version première édition. Bon, sinon, à part ça, les effets sont vraiment similaires. Donc voilà pour ce qui est de ces pièces. On va se retrouver dans un instant pour le comparatif détaillé des visages de ce Canon Revival face cette fois-ci au visage du Saga 24K. Allez, donc c'est parti pour ces visages. Mon objectif ici va être triple. D'abord comparé par rapport à ceux du Proto, ensuite par rapport à ceux du Saga 24K, et enfin par rapport aux Setei qui me sont fournis comme d'habitude par mon camarade DFK. Alors j'avais envie de démarrer avec une vision d'ensemble du visage du personnage tel qu'il apparaît le plus fréquemment dans l'anime. On remarque cette expression qui est pleine de ressentiment. On sent que le personnage a une vengeance à accomplir. Et donc on va voir si Bandai a réussi à retranscrire cette expression sur ses visages. Donc on va démarrer avec le visage neutre. Donc la comparaison première que je vais vous faire, ça sera avec les visages du Proto. Donc vous avez le Proto à droite et le visage tel qu'il apparaît dans la boîte à gauche. Donc d'abord, ce que vous pouvez remarquer par rapport à ces deux visages, c'est globalement beaucoup plus de finesse sur le visage du Proto. Maintenant, j'ai envie de dire qu'on n'est tout de même pas à des années-lumière par rapport à celui-ci. Au niveau de la forme des yeux, en tout cas le haut du visage est pas trop mal reproduit. Maintenant, là où il y a une différence, c'est sur la finesse du visage, surtout sur la partie basse et sur le nez. Vous voyez qu'on a un menton, qui est plus saillant, ainsi que les traits du nez qui le sont également. Donc ceci a été un peu downgradé sur la version de la boîte. Mais bon, globalement, c'est un visage qui est tout de même très satisfaisant. On retrouve bien l'expression que je décrivais tout à l'heure de ressentiment que l'on verra davantage juste après avec le Setei. Donc ça, c'est pour le Proto. Maintenant, en ce qui concerne le visage du Saga 24K, eh bien, vous pouvez remarquer que ces deux visages sont tout de même assez proches, mais là où il y a une grosse différence, c'est sur la forme de l'œil. On manquait énormément de caractère sur ce visage du Saga 24K. Ceci a bien entendu été rectifié sur le Canon. Maintenant, je dirais que c'est un peu plus concordant de toute façon avec l'expression du personnage dans l'anime. Ceci étant dit, on a tout de même un certain manque de caractère sur le visage du Saga 24K. En dehors de cela, vous avez une forme de visage qui est identique, une forme de chevelure également qui est identique. Ensuite, on va comparer maintenant avec les deux visages sans chevelure pour que vous puissiez avoir une meilleure visualisation des différences que je pointais juste avant. Donc vous voyez ici notamment des sourcils qui sont nettement plus à l'horizontale sur Saga, donc ce qui correspond bien entendu à plus de sérénité du personnage, mais on a tout de même une forme d'œil qui manque d'expressivité. Vous remarquez également que les visages ont une structure qui est un peu différente, mais je vais vous montrer ça davantage avec les visages aux yeux fermés. Par rapport au Setei, donc vous allez retrouver tout de même une forme de visage qui est un peu plus longue sur la figurine. Vous avez en revanche une chevelure qui est quand même assez bien reproduite. Alors ça manque bien entendu de finesse, on le voit notamment sur les mèches latérales
qui font un peu pâté. Mais sinon, globalement, la forme de la chevelure est tout de même mieux reproduite que la figurine de départ. Bon, encore une fois, je vous renvoie vers la revue numéro 60 pour plus de détails. Mais bon, globalement, on a tout de même au niveau des yeux quelque chose qui reproduit plutôt bien le caractère du personnage. On arrive maintenant sur le visage aux yeux fermés. Donc, je vais pouvoir fermer celui-ci. Donc, par rapport au proto, eh bien, je dirais que c'est sans doute là où il y a le moins d'écart, et c'était d'ailleurs déjà le cas avec le Saga 24K. Donc vous avez globalement une forme de visage qui est tout de même plus saillante sur le proto, comme tout à l'heure, au niveau du nez également. Les mèches qui sont nettement mieux dessinées, vous voyez que ça se termine un peu plus en pointe. Mais bon, tout ceci est dû bien entendu au fait qu'il s'agit de visages fignolés à la main, et peints également, donc forcément on a quelque chose qui est beaucoup plus délicat que ce que l'on a en boîte. Maintenant le résultat ici en boîte, il est quand même très satisfaisant. On a un visage qui est quand même très joli. Donc ça, c'était déjà le cas sur le Saga 24K. Vous voyez que entre les deux, il n'y a pas grande différence. Je vais essayer de les mettre sur un même plan. Voilà, donc pas grande différence, si ce n'est, vous voyez, la position des sourcils qui sont un peu plus agressifs pour ce Canon Revival. Donc ça, je voulais vous le montrer également sans les chevelures, comme ça vous pourrez apprécier la différence entre les deux, qui est tout de même minime. Maintenant, elle existe sur le côté translucide du visage, et c'est à ce stade-là que je voulais vous en parler. Donc je vais vous montrer ça sur cette vue de l'arrière. Donc vous pouvez comparer. Donc ici, c'est le visage du Canon Revival, et ici donc celui du Saga 24K, et vous pouvez remarquer la différence de plastique. On a un plastique qui est beaucoup plus translucide sur le 24K, donc ce qui lui confère un aspect plastique qui est assez désagréable. Donc ça, vous le voyez sur l'arrière du visage, mais vous allez le voir davantage maintenant sur le devant. Vous voyez que notamment c'est très remarquable au niveau de l'oreille qui est presque transparente sur le Saga 24K, qui est beaucoup plus opaque sur le Canon Revival. Donc ça, c'est pour moi le gros plus de ces visages par rapport à ceux du Saga 24K, c'est qu'ils ont un côté plus opaque, plus naturel, et donc ça fait beaucoup moins jouer. Il est absolument dommage que Bandai malheureusement n'ait pas fait exactement ce même travail sur ce Saga 24K. On dira que celui-ci a essuyé un peu les plâtres et que donc la version finale c'est celle-ci. Donc j'ai envie de dire que si il y a une version Revival de la version Revival de Saga, on peut espérer que ces visages-là serviront de base pour ceux de la nouvelle Revival de Saga qui, selon moi, ne manquera pas d'arriver dans les mois qui viennent. Donc ça, c'était pour le visage aux yeux fermés. On arrive maintenant sur le visage criant, donc face au proto. Alors pour moi, c'est là où il y a quand même un assez grand downgrade par rapport au proto. Ceci étant dû à la forme de l'œil. Vous voyez qu'on a un côté beaucoup plus agressif sur le proto, avec également une forme de sourcil qui est beaucoup plus en diagonale. Des formes également de visage qui sont plus marquées, on voit notamment ici au niveau du nez. Là on sent clairement que le proto fait main fait la différence, donc bien entendu c'est très compliqué de reproduire ça sur une version retail. Néanmoins on a tout de même beaucoup d'expressivité sur ce visage là, donc certes il est inférieur, mais on a tout de même l'expression d'attaque qui est bien conservée. Vous voyez une grosse différence au niveau de la bouche tout de même. Néanmoins, quand on compare à ce qui était existant sur le Saga, eh bien, je dirais tout de même qu'il n'y a pas photo. Là, le visage du Saga se prend une belle claque dans la tronche. Vous remarquez qu'il y avait une grosse inadéquation entre l'expression qu'on essaye de rendre et la forme des yeux. Alors vous voyez les sourcils qui sont presque à l'horizontale, donc qui ont été bien rectifiés ici. On a vraiment un côté agressif là. La bouche également qui manquait de profondeur. Donc là, clairement, Bandai a bien rectifié le tir. Au cas où ça ne vous apparaît pas suffisamment flagrant, eh bien, je vous ai fait le même visuel que tout à l'heure. Et là, je pense que ça vous apparaîtra clair. Regardez la différence d'expression au niveau des yeux, c'est quand même très flagrant. Également au niveau de la bouche,
des dents qui sont beaucoup mieux marquées, une bouche qui a beaucoup plus de profondeur. Vous voyez que là, ça faisait vraiment pâté. Donc là, gros plus sur le visage du Canon. On arrive maintenant alors sur une expression qui n'est pas présente vraiment sur le Saga 24K, mais elle est présente sur le Saga Evolve, le Evolve Saga, donc je vais vous le montrer tout de même. Par rapport au Proto, néanmoins, eh bien, je vais vous faire exactement la même remarque que précédemment. Je trouve qu'il y a un gros downgrade également sur ce visage par rapport au Proto, donc forme de l'œil, bien entendu, et également au niveau de la bouche, vous voyez des lèvres qui sont tout de même bien mieux marquées, et la forme du nez également qui est bien plus saillante. Donc tout ceci est un peu plus grossier sur la figurine retail. Maintenant, ça reste tout de même d'un bon niveau, surtout lorsqu'on compare à ce qu'on avait sur le Saga 24K. Alors là, j'ai pas mis la chevelure parce que ça n'aurait pas eu grand sens puisque ce n'est pas... donc c'est la version Evolve Saga. En revanche, je voulais absolument vous montrer au niveau du visage le gros plus ici du visage de Canon au niveau de la bouche. Ici, franchement, c'était un truc dégueulasse, infâme. On avait l'impression que la bouche avait été finie au marqueur. Donc, vous voyez que c'est beaucoup plus délicat sur la version du Canon. Donc là, pour moi, Bandai également a bien rectifié le tir. Donc, on ne peut que regretter le fait que Bandai, malheureusement, n'ait pas fait la même chose pour son Saga 24K, surtout eu égard au prix de la figurine qui est du simple au double, même au triple si on prend les prix pratiqués maintenant sur le marché. On va terminer avec ce visage ricanant qui lui aussi souffre d'un downgrade par rapport au visage du Proto. Alors visage du Proto que j'ai toutes les peines de vous faire apparaître, voilà. Donc vous allez retrouver exactement les mêmes downgrades que j'évoquais précédemment, donc au niveau de la profondeur de la bouche, des traits des lèvres et du nez. Donc, globalement, je trouve que c'est sans doute le visage qui souffre le plus la comparaison par rapport au Proto. On a un aspect un peu niais qui transparaît de ce visage. Personnellement, c'est celui qui m'a le moins convaincu. Donc il n'y a pas malheureusement d'équivalent à vous montrer sur le Saga 24K ici, donc je vais juste terminer avec les formes de chevelure pour vous montrer qu'elles sont identiques. Je voulais également vous avertir sur l'aspect un peu brillant de la chevelure qui lui confère un aspect un peu plastique. Alors je dois dire qu'en réel, c'est nettement moins le cas. Je pense aussi qu'il y a deux raisons à cela. D'abord l'éclairage, donc forcément la luminosité fait apparaître des reflets qui sont nettement moins présents dans le réel. Et également une deuxième chose, c'est qu'il y a une huile protectrice qui est appliquée sur le personnage, ce qui fait que vous avez tendance à en avoir plein les doigts. Et ensuite, quand vous manipulez la figurine, et notamment les chevelures, vous en déposez également sur celle-ci. Donc, ce qui fait que ça accentue encore l'aspect un peu plastique que vous pouvez voir ici. A contrario, je voulais vous montrer tout de même ce que ça donne un peu plus dans le réel. Vous voyez qu'on a nettement moins cette impression-là sur la partie intérieure de la chevelure. Et c'est également quelque chose que vous allez voir sur la chevelure principale. Vous voyez que, alors si elle veut bien s'afficher, voilà. Donc, vous voyez que ici l'aspect brillant que vous aviez tout à l'heure est nettement moins présent sur cette partie de la chevelure. Donc voilà globalement ce que je voulais vous montrer. Donc si je voulais faire un bilan au niveau de ces visages et chevelures, eh bien je dirais qu'on n'est pas aussi bien que le Proto. Maintenant, on n'en est pas à des années-lumière, surtout sur le visage neutre et sur le visage aux yeux fermés. Il y a un énorme plus par rapport au visage du Saga 24K, donc on peut dire que globalement, Bandai a rempli ici sa mission. Donc on va se retrouver dans un instant pour le passage en revue du personnage sans armure. Allez, on s'intéresse à ces corps et ça va être pour nous l'occasion d'évoquer un peu la technique puisque on va s'apercevoir que ici sur cette version Revival, Bandai n'a fait simplement que reprendre le corps IX de première génération qu'ils avaient utilisé sur leur version première édition. Donc là, malheureusement, on ne peut que déplorer le fait que Bandai n'ait pas saisi l'occasion de ce Revival pour utiliser le corps IX de nouvelle génération avec l'amélioration de cette partie qui est très peu esthétique. Vous voyez qu'au niveau du bras, vous avez le biceps qui vient se figer à l'intérieur de la boule d'épaule, ce qui est malheureusement pas super esthétique. Vous voyez que
la rupture est quand même assez franche entre les deux. Chose que Bandai avait rectifié avec leur nouveau corps. Pour cela, eh bien, vous voyez que j'ai sorti mon Aphrodite, et vous voyez que le système est beaucoup plus discret, dans le sens où, cette fois-ci, c'est la boule d'épaule qui vient se figer à l'intérieur du biceps, ce qui fait que la rupture entre les deux est nettement moins franche. Je vais vous montrer ça de plus près. Comme ça, vous vous en rendrez mieux compte. Je pense que là, ça vous apparaîtra quand même assez clair. Donc malheureusement, acte manqué de la part de Bandai, ça ne leur aurait pas coûté pourtant plus cher de le faire, mais sans doute ont-ils voulu rester fidèles à leur manque de logique, puisqu'ils avaient procédé exactement de la même manière avec leur saga Revival. Sinon, pour ce qui est de la rigidité de ces corps, la rigidité de ce corps première édition était pas très bonne. Alors, elle était moyenne sur la partie haute du corps, moyenne sur l'entrejambe. Alors, ça va pour cette jambe-ci. En revanche, pour celle-ci, vous allez voir tout de suite, vous voyez, une grosse faiblesse au niveau de ce genou. Faiblesse d'ailleurs qui m'a toujours dérangé quand je posais cette figurine-là. Donc bien entendu, en découvrant cette figurine Revival, j'étais très curieux de voir si Bandai avait au moins rectifié cela. Et je dois dire que j'ai pas été trop déçu. D'abord au niveau du haut du corps, eh bien c'est bien rigide comme il faut, mais ça ces derniers temps ça n'a pas posé de problème. Là où ça pose souvent plus de problèmes, c'est sur l'entrejambe, et vous voyez que c'est tout de même bien rigide. Rien à dire, le genou ne plie pas, et sur cette jambe-là, c'est exactement la même chose. Donc au final, je dirais que pour l'instant, à ce stade, puisque je n'ai pas encore manipulé vraiment la figurine, la rigidité, elle est vraiment dans le haut du panier de ce que sait nous faire Bandai. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ces deux corps. Vous voyez, il est vraiment mou du genou au niveau première édition. Donc ce que je pouvais vous dire sur ces deux corps, je vais faire le montage hors champ, il n'y aura pas de montage ici. Si vous êtes intéressé par le montage de la figurine, à nouveau je vous renvoie vers la revue numéro 16, et on se retrouve juste après le posing pour le bilan.
De retour pour ce bilan avec d'abord un mot concernant le montage. Bon, montage qui s'est déroulé on ne peut mieux. Il s'agit d'un Gémeaux IX, tout ce qu'il y a de plus normal. Donc c'est une figurine que j'ai déjà montée une paire de fois, il y a zéro difficulté de montage, donc rien à redire de ce côté-là. Au niveau de la maniabilité, ce que je peux en dire à l'issue du posing, c'est que c'est une figurine qui est plutôt maniable. Bon, il y a quelques limitations, notamment dues à cette jupe qui est quand même assez imposante et sur laquelle ont tendance à bloquer les cuissardes, mais sinon en dehors de ça, bon, c'est une figurine qui est plutôt maniable et que l'on peut poser avec pas mal de variétés. Ici, pour ce qui est de ce bilan, je vais me contenter simplement de faire la liste des points positifs et négatifs pour conclure concernant la validité de cette version iX Revival. Je ne vais pas évoquer la conformité par rapport au CTEI, tout simplement parce que je l'ai déjà fait lors de la revue numéro 60, donc si jamais c'est cette partie-là qui vous intéresse, je ne peux que vous y renvoyer. On commence donc avec les points positifs, avec d'abord le premier qui est que cette figurine est une réédition d'une figurine dont il était très compliqué de faire l'acquisition, de par le fait que c'était une figurine salon, donc tirée en peu d'exemplaires, et donc elle était très onéreuse, donc, ce qui fait que si on voulait avoir un full set des Gold IX, c'était très compliqué et plutôt onéreux. Ensuite, on peut souligner les très beaux visages de cette figurine, qui sont certes un peu inférieurs à ceux du proto, mais qui sont quand même très très jolis, en tout cas bien supérieurs à cette version première édition. Donc ceci nous permettra notamment peut-être de customiser certaines autres versions de Canon, je pense notamment à Dragon des Mers. Ensuite, on peut aussi louer les chevelures qui ont été refaites, redessinées, avec cette chevelure au vent qui rajoute énormément de dynamisme à la figurine. Donc il a un très très beau 3 quarts, hein. Vous voyez que cette position lui va très très bien, notamment dû à cette chevelure qui a pas mal de volume. D'un point de vue technique, on pourra aussi louer le fait que Bandai a ajouté un peu plus de rigidité au corps. D'un point de vue des contenus, on pourra également se réjouir du fait que Bandai a pensé à garder le bonus Galaxian Explosion, et on pourra aussi évoquer le fait qu'ils ne se sont pas contentés de remettre exactement le même packaging, ils ont fait l'effort de l'insérer dans les blisters, donc tout ça c'est extrêmement positif. Maintenant, du point de vue des points négatifs, on peut évoquer d'abord le fait que cette Revival fait voler en éclats le principe de la figurine collector issue des salons Tamashii. Donc, ce qui veut dire que les collectionneurs qui ont fait l'acquisition à grands frais de cette figurine Tamashii 2012 pourraient se sentir éventuellement floués, donc on peut éventuellement parler de rupture de contrat de la part de Bandai vis-à-vis de ces collectionneurs. Ensuite, on peut évoquer aussi le fait que c'est bien d'avoir pensé à refaire les chevelures et les visages, mais ça aurait été aussi pas mal de penser à changer ce corps IX d'ancienne génération pour adopter le nouveau. Ensuite, on peut évoquer également ce que j'avais déjà évoqué lors de la revue du Saga 24K, à savoir le fait que l'armure est toujours avec ses problèmes de conformité, donc ça aurait été peut-être pas mal de faire preuve d'un petit peu d'innovation, au lieu de se contenter simplement de refournir la même armure. Du point de vue des contenus, on pourra se désoler du fait qu'ils ont remplacé la main avec l'index qui pointe par des mains avec index fluo, qui trouveront quand même très très peu d'utilisation chez les collectionneurs. On peut évoquer également le fait qu'il n'y a pas de visage ombré qui est donné avec la figurine, ce qui est un petit peu dommage dans le sens où dans la série, dans le Junikyu N, Canon commande l'armure des Gémeaux à distance, donc ça aurait été tout de même pas mal d'avoir une version Ghost possible. Enfin, on pourra évoquer une peinture qui est globalement de moins bonne qualité que celle de la première édition, de par le fait qu'il y a quand même quelques petits soucis d'homogénéité dans les coloris. Moi personnellement, j'ai remarqué tout à l'heure une toute petite griffe ici au niveau de l'épaulière gauche, et globalement des tons de peinture qui sont quand même plus clairs que sur la version première édition. Néanmoins, malgré ces quelques inconvénients, cette version iX Revival enterre clairement cette version première édition. Donc tout à l'heure, quand je parlais de collectionneurs qui pourraient se sentir floués d'avoir acheté cette version Tamashii 2012 pour un tarif exorbitant, eh bien vous avez ici le double effet qui se coule, comme on dit, à savoir que non seulement vous avez payé énormément pour une figurine, mais qui est maintenant rééditée moins cher, mais en plus cette figurine moins chère, elle est en tout point supérieure
à cette figurine de première édition. Donc voilà pour ce qui est de cette revue numéro 71, qui était celle du Canon IX version Revival de chez Bandai. Donc j'espère que, comme d'habitude, vous l'aurez appréciée et qu'elle vous sera utile quant à une décision d'achat. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à me le signifier dans l'espace commentaire, de rétribuer cette vidéo par le petit pouce bleu qui va bien. Nous concernant, eh bien nous nous retrouverons très prochainement pour une autre figurine qui sera sans doute le Ayakos version OCE IX de chez Bandai. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.